Oui, deux éléments majeurs pour cette Xème édition d'À Contretemps. D'abord, hier soir, il n'y a pas eu d'incendie, il n'y a pas eu de cocktail Molotov, il n'y a pas eu de coup de feu. Je touche du bois. Et puis, nous avons avec nous un nouveau visage charmant, Frédéric. Merci Gérard, merci à tous les chroniqueurs de m'accueillir aussi gentiment. Voilà. J'espère être à la hauteur de votre belle chronique. C'est évident, ça le sera. Et puis mes autres bien-aimés, Daniel. Oui, ravi d'être avec vous et ravi d'accueillir également Frédéric. Bon, particulièrement bien-aimés, alors là ça va chauffer, Emmanuel. Merci Gérard, merci à vous tous, ravi de vous retrouver ce soir, ravi de travailler enfin avec Frédéric sur ses chroniques. Et mon frère de musique, mon frère de Mais moi aussi, je suis combat. très heureux de pouvoir faire la connaissance en direct de Frédéric, parce que j'ai eu... Vous savez, c'est le petit réconfort qu'on peut avoir, c'est de voir de nouveaux personnages qui viennent dans les médias, qui sont prêts à s'investir pour la Martinique. Et ça, je suis très, très sensible et très heureux de pouvoir partager nos réflexions avec elle dorénavant. Très bien. Vous connaissez la règle, on est synthétique, on est synchrone, si c'est possible, on est sobre, les sujets seront chauds. Enfin, on va commencer par quelque chose qui ne devrait pas tellement nous exciter ou échauffer les esprits, c'est ce qui se passe au Parlement. J'ai laissé à Daniel le soin de dénouer les broglios qui se passent avec les discussions, avec les perspectives tenant au droit parlementaire. Tout à fait. Je te donne la parole. Oui, alors, c'est l'examen, tout le monde l'a compris, c'est l'examen du budget. Et parce que l'Assemblée, le Parlement commence par ça. Et c'est alors, je pense pour ceux qui nous écoutent, c'est utile de préciser que c'est dans un cadre que ça se situe, un cadre constitutionnel. Le budget de la France doit être adopté avant le 31 décembre de l'année en cours. Il faut qu'il soit adopté et promulgué. Et il faut également qu'il le soit dans un temps donné, c'est-à-dire 70 jours. Et il est prévu qu'il y a 40 jours de débat à l'Assemblée nationale, 20 jours de débat au Sénat et 10 jours s'il y a une navette entre les deux. Donc ça, c'est ça le temps qui est prévu. Donc nous sommes au début, puisque le Parlement vient de commencer. Et dans le budget, il y a deux phases. Il y a la phase recettes et la phase dépenses. Et puis, il y a le budget de la sécurité sociale. Donc, normalement, on commence par la phase 1, qui est les recettes. C'est ce qui a commencé, mais qui n'ont pas fini. Normalement, ça devait se terminer samedi, mais ça ne s'est pas terminé, donc ils vont reprendre le 5 novembre. Et l'Assemblée a commencé lundi d'examiner le budget de la sécurité sociale. Alors, même si je ne veux pas embarrasser avec trop de chiffres, il faut quand même savoir que le 5 novembre, l'Assemblée doit impérativement adopter la première partie du budget qu'elle n'a pas adopté et le budget de la sécurité sociale avant de passer à la deuxième phase des dépenses afin que le dossier arrive au Sénat. Donc, nous en sommes là. Et qu'est-ce qui peut se passer? Soit le budget est voté par une majorité, soit le gouvernement décide, parce qu'il sent qu'il n'aura pas la majorité, de passer par le 49.3. Je pense que tout le monde maintenant, depuis le gouvernement Borne, est familier du 49.3. Ou bien, il n'est pas voté et il arrive au Sénat, le projet initial passe au Sénat. Et puis, il y a une autre possibilité sous laquelle, pour le moment, on ne parle pas beaucoup, c'est que le budget ne soit pas adopté dans les délais. Et la Constitution prévoit que dans ce cas-là, le gouvernement peut le faire par ordonnance. Article 47. Or, il semblerait que le gouvernement Barnier ne veuille pas trop aller vers le 49.3. Donc là, peut-être que ça ne sera pas voté, que ça passe au Sénat, et peut-être que ce sera par ordonnance. Alors, quel enseignement on peut tirer de ce qui se passe? Parce que on voit bien que ce que le gouvernement prévoit ne passe pas toujours. Donc, c'est la fragilité du gouvernement. Alors, bon, c'est ce tout le monde avait déjà un peu compris, parce que personne n'ayant la majorité, puisqu'il y a 3 groupes principaux, avec le phénomène des alliances, on savait bien qu'un gouvernement était fragile. Là, ça se démontre, puisque ce qu'il prévoit ne passe pas toujours. Ensuite, deuxième enseignement, c'est que quand les députés de gauche sont présents et unis, ils peuvent faire passer des amendements. Et c'est ce qui est passé pour un certain nombre de décisions. Il y a des amendements, par exemple,
le fait de taxer les hauts revenus, ça devait être ponctuel. L'Assemblée l'a pérennisé, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout ponctuel. Ensuite, il y a eu un amendement qui supprimait la taxe pour les véhicules, les diesels et à moteur. Ça a été supprimé. L'augmentation qui était prévue sur l'électricité, ça a aussi été supprimé. Donc, ça, on constate, donc, quand la gauche est unie et présente, elle peut faire adopter des amendements. Et puis, autre élément qui est évident, c'est que le Rassemblement national est l'arbitre. Parce que le Rassemblement national décide tantôt de voter avec le gouvernement, tantôt avec la gauche. Et c'est ça qui fait passer ou ne pas passer une décision. Donc c'est un peu ce dont on se doutait, mais qu'on constate là maintenant. Donc en fait, la question qui peut se poser maintenant qu'on a compris ça, c'est de savoir si le gouvernement va en 49.3 parce qu'il est sûr que le Rassemblement national ne votera pas la censure, ou bien est-ce qu'il laisse passer pour que ce soit le Sénat qui organise. Donc il est un peu tôt pour pouvoir voir comment les choses vont se passer, mais c'est en fait l'alternative devant laquelle se trouve le gouvernement. Je pense qu'il sera beaucoup plus habile pour M. Barnier de laisser le Sénat rectifier les choses. Au Sénat, il y a une majorité de droite. C'est la tentation. Ce sera ce qui se passera. La vie chère, les suites de la table ronde. Pourquoi j'ai souhaité qu'on traite de ce sujet? C'est pour savoir si oui ou non tout ce qui a été fait, le protocole qui a été signé, le voyage de M. Letchimy, les interventions du préfet auprès des élus locaux, si c'est immolite dans le vide et si effectivement on peut être sceptique et ne pas croire au processus démocratique qui est en œuvre pour que les incendies, les brûlis, les cocktails Molotov, la chienlit, continuent dans ce pays. Alors d'abord, il faut quand même rappeler que un protocole d'objectifs et de moyens a été signé et que ceux qui ont mis leur signature sont des gens sérieux. Il faut partir du principe qu'ils n'ont pas signé pour ne pas tenir les engagements. Enfin, moi, je fais crédit à ces signatures et donc il faut s'en satisfaire de ces signatures. Alors, c'est vrai que ce conflit et cet épisode difficile a démonétisé les piliers d'autorité du pays, l'État, les élus, les entreprises, l'Église même maintenant, et que donc aujourd'hui on rentre dans la phase où il faut revitaliser ces piliers d'autorité qui sont essentiels pour que ce protocole se transforme en actes et en décisions. Et force est de constater que le travail est fait de manière très objective. Le préfet a rencontré les élus municipaux à travers l'association des maires, M. Pamphile. Il y a eu de longues discussions pour redonner à chacun son juste rôle dans la conduite des opérations, et notamment le rôle de police, puisque il faut quand même rappeler que les maires ont un devoir de rôle de police dans leur commune. Et donc, comment ajuster le rôle de l'État avec la volonté politique? Ça, c'est un ajustement qui est essentiel, qui a été donc mis sur la table. Et puis également, derrière ces rencontres, la conviction que l'issue finale de cette séquence passera par le politique, par une voie politique, dans laquelle chaque élu aura son mot à dire, aura sa partition à jouer. Donc c'est important de remettre en selle clairement les élus martiniquais dans le processus de sortie de crise. Serge Letchimy, lui, est parti à Paris pour rencontrer le Premier ministre. Donc ils ont discuté sur les différents engagements de chacun. L'État, au niveau national, au Parlement, a voté un amendement. Donc ça, c'est très concret. Donc l'amendement est voté pour passer la TVA à 0%. Donc on est sur des séquences de décisions. Alors bien évidemment, tout n'est pas un long fleuve tranquille, mais si vous voulez, faisons confiance aux gens de bonne volonté. Le protocole a été signé. C'était compliqué pour beaucoup d'entre eux. Il n'empêche que derrière, on voit bien que ces piliers d'autorité qui ont été fragilisés se reconstituent pour donner plus de force à la décision qui doit être prise et qui est en cours d'être prise. Donc le processus est engagé. C'est pas du tout. Je fais partie de ceux qui pensent que ça n'est pas un protocole vide, c'est un protocole qui engage les signataires et ça se manifeste déjà par un certain nombre de décisions. Donc je suis plutôt confiant quant à la manière dont les choses vont se concrétiser.
Daniel et moi, nous avons un ami commun. C'est un professeur honoraire de droit à Paris, Assas, Panthéon, enfin le top, quoi. Qui m'envoyant le texte, bon, il devinait que je l'avais, mais malgré tout, il voulait faire un commentaire, savoir portant sur, naturellement, l'amendement qui a été voté au Parlement, me dit ce vote de l'Assemblée nationale est une réponse incisive aux propos des incendiaires qui affirmaient que l'accord en question ne serait pas suivi des faits, car dépourvu de valeur juridique. Et comme il a dû être footballeur dans sa jeunesse, il me dit cela participe du contre-pied. Si ça pouvait être considéré comme ça et convaincre les gens qu'il y a un processus démocratique et engagé, alors sauf si on ne croit pas à la démocratie, si on croit un autre ordre des choses, quoi, un ordre. Mais quel ordre? En tout cas, moi je dis qu'il vaut mieux que les textes de loi soient passés et puis qu'ils soient mis en application, plutôt que le ministre dont on demande absolument la venue soit là et puis que rien ne soit signé, que rien ne soit fait. Je préfère rencontrer les élus, tu as vu, c'est quand même intéressant. Il y a eu des prises de position des élus qui sont courageuses, je le dis, ils ont exigé du préfet qu'ils soient tenus au courant de toute mise en coupe réglée, mais enfin de règlement des émeutes et des mouvements qui se font dans les différentes villes, dans leurs communes. Et, en fait, on en parlait avec Emmanuel, cette épreuve qui est déplorable. La pédagogie, si elle était comme ça, si c'était un principe pédagogique qu'on adoptait, il aurait été catastrophique, que l'on règle les problèmes dans le feu, dans la tourmente. Et il a quand même permis à chaque personne d'aborder les problèmes économiques, d'aborder les problèmes de constitution de prix. Donc c'est très bien. Et puis surtout, de mettre chacun devant ses responsabilités. Ce préfet a été excessivement intelligent. Bon, au début, il était un petit peu malade. Il n'a pas bien compris qu'il fallait être plus gentil. Bon, c'est comme ça qu'il est. Hein. Il est brut de décoffrage. Et finalement, il a vite compris le sens, la nécessité de faire les gens se rencontrer et parler dans ce pays. Crise sociale, le président du conseil exécutif réunit les élus de la Martinique. Et là, ça sera le 4 novembre. C'est M. Letchimy qui veut mettre, il a raison, un point d'orgue. Il a réuni tout le monde, avec tout le monde, les parlementaires, président des 3 EPCI, pas tous les conseillers, mais les chefs de groupe, pour discuter avec un ordre du jour précis sur la situation en Martinique et puis aussi une perspective économique. Les inscriptions sont désormais ouvertes pour le Caribbean Hospitality Industry Exchange. Vous aurez maintenant la chance d'entendre la voix de Frédéric. Vous l'avez déjà entendu sur d'autres chaînes où elle nous a fait concurrence avant même que de venir nous rencontrer. Oui, alors les inscriptions sont ouvertes et je vais vous faire une confidence dès maintenant. Quand j'ai reçu le conducteur et je fais cette confession, je ne savais pas que cette association existait. Voilà. Ah. Oui, je dis la vérité. Un regroupement de plus d'1 millier d'établissements dans toute la Caraïbe, 32 associations qui la composent. Alors quand je dis la Caraïbe, je parle de toutes les îles sauf la Martinique, la Guadeloupe et le territoire de Guyane, même si je ne le compte pas dans la Caraïbe, et qui effectue un puissant lobbying, en tout cas conseils, conférences sur une série de sujets. Je peux vous en donner quelques exemples. Le marketing de l'authenticité dans l'hôtellerie, promouvoir la véritable expérience caribéenne, voilà. Stratégie de revenus réels, maximiser les profits grâce à des offres authentiques. Enfin, on a vraiment ce sentiment, je ne vais pas vous faire la liste à l'après-vert, mais on a ce sentiment d'une vraie intelligence de destination. Et je me suis dit, je dois peut-être la seule ignorante, mais je vais vérifier. Donc j'ai échangé avec des associations hôtelières de Martinique, avec des hôteliers chevronnés bien plus que moi, et ils ne connaissaient pas cette association. Je veux dire, je vais finir à ce sujet. Donc, quel est l'objectif de cette association qui est couplée à un autre événement qui est le CHIF, le populaire, ça je le connaissais, le populaire Taste of Caribbean, donc le goût des Caraïbes. Vous connaissez le goût des Caraïbes, entre la destination Caraïbe, la promotion touristique de la Caraïbe et le goût des Caraïbes. Je me suis dit, mais en fait, je suis en train d'évoluer dans un bassin caribéen, croyant connaître mon tourisme, et en fait, je suis passée complètement à côté d'une, je le répète, une intelligence des conférences, des énergies qui convergent. Donc, je les ai contactés
Je les ai contactés, je les ai appelés, je leur ai dit je suis très intéressée par intégrer en tant qu'institution touristique que je ne nommerai pas votre structure. Alors, ça m'a un petit peu rassurée parce qu'ils ne sont pas très réactifs, je dois vous dire. Ça fait quelques jours que j'attends, mais je vous partagerai les informations après. En tout cas, c'est intéressant, c'est relayé et ça donne une vision qui est celle du tourisme qui doit être. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser uniquement je pars en vacances en Martinique, je pars en vacances en Guadeloupe. Je suis désolée, je vais faire grincer les dents. Mais je crois que plus nous allons être communautaires, communautaristes dans notre façon de vendre la destination Caraïbes, je donne des exemples concrets. Pourquoi pas un package? Et ils le proposent et ils en parlent avec du marketing touristique patrimonial ou historique. Je suis désolée, mais Cuba, c'est un exemple culturel avec la Jamaïque, la Martinique, pour tout ce que nous avons. Nous regorgeons de gastronomie, d'art de vivre. Enfin, je ne vais pas vous faire le topo de toute la Caraïbe, mais j'ai l'impression que finalement, autre que le marketing de la croisière, qui est extrêmement pollutif et qui de toute façon va être à un moment un modèle que nous allons revoir, pourquoi ne pas parler de notre destination Caraïbe et intégrer? Alors, parlons de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, parce que nous avons aussi nos structures. Nous avons ce qu'on appelle, vous le connaissez depuis le Covid, le CESTOM, Comité stratégique de tourisme des Outre-mer, qui tous les ans, depuis 3 ans, je ne fais pas de polémique, je dis simplement que la façon dont je le perçois, on fait la grand-messe un peu tous les ans de l'aérien qui a été subventionné par l'État, des connectivités aériennes qui ont été permises, etc. C'est bien, mais je trouve que l'intelligence de destination est vraiment intéressante auprès de cet événement et je vous remercie de l'avoir partagé. Je voudrais aussi parler de cette sorte de balkanisation, de fragmentation qu'on a l'impression de vivre finalement dans nos Antilles françaises. La Guadeloupe a ses hôteliers de Guadeloupe, nous avons Zidea, nous avons aussi l'UMI, enfin, c'est-à-dire des associations de restauration et d'hôtellerie. Et j'ai l'impression que, nous avons le CMT également qui supervise tout ça, enfin, comme il peut, j'ai la sensation que nous avons une sorte de fragmentation et il n'y a pas cette connexion inter-île que nous pouvons avoir. Et nous le voyons par le niveau, et nous le voyons par l'offre qu'il propose, commerciale et touristique. Donc je crois qu'il y a beaucoup à apprendre de nos collaborateurs caribéens anglo-saxons. Et je tiens à le souligner. Nous aurons beaucoup de choses à dire et nous aurons beaucoup de choses à apprendre de toi. Jingle, société. Merci. Bon, il ne s'agit pas de dédouaner certains secteurs économiques ou essayer de faire du véglage. C'est ça l'expression créole, un véglage. Belle création linguistique. Il s'agit simplement d'être lucide et d'être conscient, savoir beaucoup, enfin un petit peu, quelle expression réductrice, comment se détermine, comment se conçoit l'économie, comment se répartit la production de richesse en Martinique, et qui c'est qui met à manioc réellement de ce pays-là. Je te laisse faire. Oui, alors c'est l'occasion de faire une photographie de notre tissu d'entreprise en Martinique. Parce que je pense que dans les idées reçues, quand on parle d'entreprise, on se dit il y a une centaine d'entreprises qui opèrent en Martinique. Mais ce n'est pas du tout ça. Quand on regarde le chiffre réel recensé par la Chambre de commerce, il y a 44 000 établissements qui sont inscrits au registre du commerce à Martinique. 44 000, ça veut dire 44 000 unités, avec à sa tête un propriétaire ou un patron qui lève son rideau, etc. Bon. Donc c'est ça la vérité. Donc on est dans un territoire où fourmillent les entrepreneurs. Alors, 97% de ces 44 000 entreprises sont ce qu'on appelle des TPE, des très petites entreprises qui ont moins de 10 salariés, et seulement 3% d'entre elles ont plus de 10 salariés. Donc ça vous montre un petit peu la... Pardon Emmanuel, souvent et souvent, personne. Absolument. Et la grande majorité sont des entreprises avec un seul salarié. Ça, c'est très vrai. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en Martinique, la plus grosse entreprise de Martinique, à l'échelle française, est une PME. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de monstre économique. La plus grosse entreprise, pour la citer, c'est la Sara, probablement. C'est une PME. D'ailleurs, c'est la plus petite raffinerie au monde. Donc, on a une particularité d'héberger dans notre pays la plus petite raffinerie, alors que sous notre regard, c'est la très grande entreprise. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Donc, on peut aussi segmenter tout ça dans des grands secteurs d'activité. On a une économie qui est
très orienté sur le service aux entreprises. La très grande majorité de toutes ces entreprises proposent des services à d'autres entreprises. Alors, c'est la publicité, c'est le conseil, c'est tous les métiers juridiques, etc. Il y a ensuite les services aux particuliers, et puis le commerce de détail non alimentaire, ça ne représente que 8% de ces entreprises, l'hôtellerie-restauration 6%, et donc le commerce alimentaire, c'est epsilon dans le poids de ce que ça représente dans le système économique. Plus précisément, c'est combien? Alors, c'est quelques pourcentages, c'est 1 ou 2%, enfin, c'est vraiment pas grand-chose. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se répartit en termes d'emploi. Quels sont les secteurs qui emploient le plus de monde, puisque au fond, c'est quand même ça l'objectif qui nous intéresse. Eh bien, les secteurs qui emploient le plus de monde, ce sont les services marchands, dans lesquels on retrouve les commerces, alors, alimentaires et non alimentaires. Donc, ce sont quand même des filières qui génèrent de l'emploi, avec de l'emploi direct et de l'emploi indirect, bien évidemment. Et puis, les services non marchands, donc tout ce qui est éducation, santé, action sociale également. L'industrie, c'est un petit territoire industriel, 11%. Ça paraît peu, mais c'est quand même beaucoup sur un territoire aussi petit que le nôtre, parce qu'il faut comprendre que quand on n'a que 350 000 habitants, il faut être soit un fou, soit un génie pour pouvoir tenir une industrie. Et je pense que nos industriels sont des génies, et ils sont un peu les deux, parce qu'il faut investir dans des outils qui sont lourds, avec une perspective de marché qui est réduite compte tenu de la taille des marchés. Et donc, d'ailleurs, l'octroi de mer qui fait partie du débat sert en partie à maintenir ce réseau industriel. Et il faut considérer que c'est essentiel parce qu'un territoire sans industrie ne devient qu'un territoire de consommateurs. Et je pense que ce n'est pas une bonne perspective politique à donner à notre pays. Donc, le combat de l'industrie est un combat qui me semble, moi, essentiel. On peut aussi parler des grands secteurs d'exportation. C'est vrai que l'essentiel de notre économie est basé sur des flux d'importation et on exporte pour à peu près 430 millions d'euros, essentiellement 3 produits d'exportation, la banane, le rhum et le tourisme, qui est un produit d'exportation. Qui sont alors le tourisme est en l'occurrence, ce que connaît bien Frédéric, un produit très concurrentiel parce qu'on se bat contre une concurrence voisine avec lesquels on n'est pas très bien armé aujourd'hui. Je me permets de dire déloyal. Déloyal, exactement. On évoquait hors plateau tout à l'heure le principe de zone franche, où il y a effectivement un décalage de coûts d'exploitation pour nous qui nous rend non compétitifs. Et on compense par de la qualité, par les formations, notamment parce que conduit Frédéric, c'est très bien. Voilà. Et puis quelques chiffres aussi pour terminer, parce que derrière tout ce paysage du monde économique, c'est bien de mettre des volumes d'emplois. Combien d'emplois y a-t-il en Martinique, d'emplois salariés? Il y en a 132 000 précisément, et dans ces 132 000, 80 000 sont issus du monde du privé. Autrement dit, il y a à peu près 50 000 fonctionnaires d'État et de collectivités. Voilà un peu le ratio. Donc ça vous montre à quel point ces 44 000 établissements qui recrutent 80 000, donc une moyenne de 2 salariés par établissement, en fait. C'est essentiel que ce tissu ne se fragilise pas davantage. Et je pense même que c'est essentiel de trouver des moyens, on en a parlé aussi tout à l'heure, notamment à travers les principes de zone franche, de redonner des capacités d'embauche, parce qu'il suffirait que chacune d'entre elles crée un emploi pour que le problème du chômage soit absolument résolu. Je précise que nous parlions de la zone franche. Daniel. Oui, moi je trouve que c'est d'autant plus intéressant ce qu'Emmanuel vient d'exposer, le nombre d'entreprises, c'est que sur les réseaux sociaux, on sait comment ça peut être réducteur. Il a été souvent dit que nous étions une oligarchie, c'est-à-dire qu'il y avait quelques personnes qui dirigeaient. Et moi je pense qu'il est important pour ceux qui nous écoutent de comprendre combien il y a des milliers de Martiniquais qui sont dans l'entreprise et, comme dit Emmanuel, qui prennent des risques tous les jours. C'est important de connaître cette réalité. Je ne peux qu'abonder dans ce sens parce que finalement, statistiquement, le coup de massue, c'est que 80 à 90% de notre tissu économique est constitué de ces TPE-PME. C'est une sorte de majorité silencieuse, mais qui est en train de pousser un grand cri après tout ce qui est en train de se passer, parce qu'elle est pénalisée en tout terme, que ce soit en termes d'assurance, que ce soit en termes de confiance, en fait, de consommation. Et je crois que, est-ce que ce n'est pas finalement une opportunité pour ce tissu de pouvoir enfin prendre la place qu'il mérite ?
Ce qui se passe, on le sait, et ça paraît de plus en plus évident. En fait, on a une conception subjective des choses. Et je ne vais pas parler comme les marxistes, quoi. Mais on croit ce que l'on vit, quoi. Et le Martiniquais qui est peu ou prou transporté de façon publique doit avoir une voiture. Donc, on voit le prix des pièces et le prix des automobiles. Et puis, on voit quels sont les concessionnaires qui sont propriétaires de ces marques, qui distribuent. Et puis, ensuite, ils consomment, ils mangent. Alors, ce sont deux choses qui sont quelque chose d'interpellant pour eux, parce qu'ils se disent, ma voiture me coûte excessivement cher, elle bouffe elle mange la moitié de mon salaire. Mon caddie est de plus en plus vide, et c'est de ça. Mais seulement cette réalité, si on s'y attelle et qu'on arrive à régler les problèmes, alors pour les pièces automobiles et puis pour le prix des voitures, moi je ne sais pas. Je crois qu'il vaut mieux s'accrocher à l'amélioration du transport routier, ce sera beaucoup plus sage. Et puis en État, il faudrait aussi qu'on soit encore un certain nombre vivants dans ce pays et pas des petits vieux à mettre en EHPAD. La Martinique, face à son avenir démographique, c'est Christian. L'enjeu d'une transition incertaine, c'est Christian qui va traiter ça. C'est une question qui est fondamentale, qui est liée à l'économie, qui est liée aux mécanismes de solidarité sociale, les cotisations, les retraites et tout. Tout ça, c'est très important. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est posé depuis pas mal d'années quand même aujourd'hui. Il faut savoir que depuis 2006, nous perdons 3 000 personnes par année. Ça fait 60 000 personnes sur 20 ans. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc aujourd'hui, il y a un déclin démographique. Alors, globalement, on peut identifier les raisons. Il y a un vieillissement de la population. Il y a beaucoup de gens qui partent et qui ne reviennent pas. Il y a moins d'enfants qui naissent aujourd'hui parce qu'il y a des statistiques qui montrent effectivement que le taux de procréation est descendu de manière significative. Vous voyez, chez nous. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne reviennent pas, il y a beaucoup de décès. Enfin bref, il y a un certain nombre d'éléments. Je vais vous donner quelques chiffres, d'ailleurs, qui illustrent un petit peu le propos. En 2023, moins 3 040 personnes. On n'a jamais eu un taux de moins de 25 ans aussi faible. De 2015 à 2021, on a perdu plus de 20 000 habitants. En 2023, 3 344 enfants sont nés, ça fait 160 de moins que 2022. Donc là, on voit aussi que le nombre des naissances baisse. Il y a une chute de fécondité. On fait des enfants de plus en plus tard. À partir de 30 ans, le taux de natalité est en chute. En 2023, 3 340 enfants nés, 160, alors je vous ai dit tout à l'heure, le nombre de femmes en âge de procréer passe de 71 000 à 57 000, baisse du nombre de mariages, moins 90 mariages entre 2022 et 2023. Donc vous voyez, il y a un certain nombre d'éléments qui explicitent ces statistiques aujourd'hui. Alors un peu plus loin, je rappelle qu'en 1999, nous avions une population de 381 000 habitants. En 2011, en 2006, 397 000 habitants. On était en phase d'augmentation. 2012, 392 000. Et à partir de 2016, on a baissé. 376 000. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à 322 000 habitants. Alors, je fais un petit clin d'œil sur la Guadeloupe aussi, parce que la Guadeloupe aussi a le même mécanisme que nous, même si les taux sont un petit peu, les chiffres sont inférieurs. En 1999, il y avait 422 000 habitants en Guadeloupe. En 2016, 394 000 habitants. Et en 2021, 384 000 habitants. Donc, une baisse de 9%, tandis que nous avons une baisse de 15,48%. Alors, je vais plus loin. J'ai fait un petit clin d'œil sur Barbade. C'est quand même intéressant, puisque c'est des pays indépendants. Mais figurez-vous qu'en 2001, il y avait 269 000 habitants à Barbade. En 2023, il y a 282 000. Nous sommes en situation d'augmentation de population, même si les proportions ne sont pas significatives. Sainte-Lucie également. Sainte-Lucie avait 171 000 habitants et aujourd'hui, ils sont à 191 000 habitants. Donc, c'est quand même intéressant de voir que ces pays, qui sont des pays indépendants, enfin, on ne va pas entrer dans la question politique, ils arrivent aujourd'hui à favoriser, en tout cas à avoir une croissance de population. Les perspectives. En 2070, la Martinique, si on continue comme ça, devrait avoir 250 000 habitants. D'accord? Et la Guadeloupe, 314 000 habitants. C'est gentil. Alors, quelle solution? Là, je fais un petit clin d'œil à notre ami que nous avons perdu, Jean-Paul Joannel, qui, dans le temps, à la Jeune Chambre économique, ils avaient fait un petit bouquin qui s'appelait « Pour une Martinique attractive ». C'était un moment où on avait de l'espoir. Vous voyez, on essayait de... C'était contact entreprise, en fait. Merci, contact entreprise. Donc, aujourd'hui, quelle solution? Alors, j'ai dit stimuler la natalité, point d'interrogation, retenir les jeunes diplômés dans un pays aussi tourmenté, vous voyez.
Comment faire revenir des gens aussi dans un pays qui n'affiche pas à l'extérieur une vitalité, une capacité d'accueil, une attractivité. Ce sont des problèmes qui sont... Il faut peut-être d'un dynamisme nouveau, il faut d'une paix sociale. Il faut arriver à créer un pays attractif. Il faut une nouvelle philosophie de la classe politique aussi. Au lieu de, excusez-moi, de se taper l'un dessus de l'autre, il faut une convergence d'idées. Il faut une programmation de développement. Vous voyez, alors on pense à Singapour ou à ces pays-là qui ont leurs défauts. Mais Singapour, rappelez, ils sont plus petits que nos superficies. Ils ont 6 millions d'habitants. Et Singapour est situé parmi les pays avec le QI le plus développé, le coefficient d'intelligence économique. Vous voyez, comme le Japon. Donc, on peut fantasmer, mais on n'a pas d'autre solution que d'être, à mon avis, dans la performance, dans la bienveillance, dans l'innovation, dans l'économie d'énergie. Vous voyez, on n'a pas d'autre... Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on pourra essayer de redresser la barre. Voilà. Alors, pour terminer, je vais vous parler de cette de chanson. Simon Jurad qui avait fait Mamaïla virer, Martinique besoin de virer. C'est vieux, ça. Donc, la musique était déjà sensible à l'immigration. Kali qui avait dit, prends Pachéo, et puis virez la caille Momon, et puis virez vivre aux Antilles. Et puis Gisèle Baka, notre ami Gisèle Baka, avait dit qu'elle avait fait une mazurka qui s'appelait Mamaïla Rivini, pays a besoin d'autres Mamaï. Donc, voilà un petit peu, je voulais terminer en musique. Mais cette question de la démographie, elle est essentielle. Et elle est liée, on sait bien que si on a des défis à atteindre en matière de démographie pour renouveler nos populations, pour renouveler notre économie, il y a un pays à construire dans d'autres orientations qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que si Christian n'existait pas, il aurait fallu demander à ChatGPT, à l'intelligence artificielle, de l'inventer. Oui, non, mais enfin, Christian a dit vraiment l'essentiel. Je veux quand même préciser que la bascule démographique a commencé précisément en 2009. Et c'est important de le dire parce que, et ta conclusion va dans ce sens, l'effondrement démographique a commencé à s'accélérer quand on a commencé à considérer que le pays ne donnait plus d'espérance à ses habitants et désespérait ses habitants. Et c'est pour ça que l'attractivité, la stratégie d'attractivité, c'est la seule qu'il convienne de mettre sur la table aujourd'hui, c'est-à-dire donner de bonnes raisons aux jeunes et aux moins jeunes de ne pas partir ou de revenir. Aujourd'hui, malheureusement, trop de Martiniquais vont chercher ailleurs ce qu'ils pensent ne plus trouver ici. Et c'est ce fameux climat anxiogène qui détériore notre démographie. Mais on n'a pas fini avec les mauvaises nouvelles, mais on le dit avec le sourire, avec votre élégance et votre beauté. Le secteur de la restauration est confronté à une pénurie de main-d'œuvre en Martinique. Ce n'est pas un sujet banal. La transition est toute trouvée parce que j'ai l'impression d'avoir un petit peu la photographie de la restauration quand j'entends ce que vous avez décrit. Alors, plusieurs freins, sans faire d'autopsie trop négative de la restauration que je défends. Il faut que nous continuions avec nos restaurateurs. Les niveaux de rémunération, ça, votre salaire, on le sait, les horaires décalés, la pénibilité et la reconnaissance métier. Alors, juste au niveau de la photographie, j'aimerais qu'on soit très clair. Il y a eu des avancées considérables. Nous, les restaurateurs martiniquais, nous sommes soumis à ce qu'on appelle la convention CHR, café, hôtel, restaurant, d'accord, qui fait loi, c'est-à-dire qu'à l'issue du Covid, qui a vraiment accusé une pénurie, mais alors le secteur de l'hôtellerie-restauration était complètement exsangue. Rappelez-vous, plus personne ne voulait travailler dans l'hôtellerie-restauration. C'était extraordinaire, et notamment les jeunes. Donc, l'UMI a statué, donc le syndicat des restaurateurs et des hôteliers dont je vous parlais au national, et ils ont dit, écoutez, là ça suffit, partout en France, y compris dans nos îles, vous allez augmenter, c'est assez extraordinaire économiquement pour être souligné, de 13 à 17%, on va dire de 15% les salaires en 2021. Vous augmentez vos salaires, point. En 2022, de 5% supplémentaires. Donc on va dire que en l'espace de 2 ans, nous avons pris, en sortant, quand je dis nous les restaurateurs, solidaires, nous avons pris, si vous voulez, 20 points sur la masse salariale. C'est-à-dire que ça représente 1/5 de la masse salariale. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas du tout négligeable. Et quand ça s'est passé, quand ça s'est produit, je me souviens d'avoir eu des échanges avec des restaurateurs désespérés. Non seulement on sort de la crise, mais en plus, on se retrouve avec un coup près. Alors oui, d'accord, on va encourager les jeunes, mais ça, on pouvait le mettre sous forme de commission, sous forme de pourboire. Enfin, c'est que c'est pas forcément la règle des restaurateurs. Il faut qu'ils retrouvent leur vitesse de croisière, mais passons. Donc, je me suis dit, ça va rater. Et
là, avec le recul, et c'est confirmé par les statistiques du grand cabinet de conseil GIRA de restauration, près de la moitié des restaurateurs ont choisi, en plus de la règle de la convention de la CHR, d'augmenter les salaires pour rendre les postes plus attractifs. Donc, ça veut dire qu'ils avaient de la marge. Et plus de la moitié ont revu les plannings pour offrir des horaires à leurs équipes. 30% se tournent désormais vers des profils atypiques. Donc, ils sont allés chercher un vivier chez, finalement, des salariés non formés, en tout cas qui ne sortaient pas du sérail. J'ai envie de vous dire que des salariés formés aujourd'hui, tout droit sortis de la crise de Jupiter, on n'en trouve plus. Ce qui me fait rebondir sur l'article de Dominique Lisée, de Diamant-les-Bains, de la restauration, où finalement la grande recette, c'est former, former, former. Pourquoi former, former, former? Alors, ce n'est pas une boutade, c'est une réalité. Je crois qu'en plus des problèmes démographiques, de tout ce qu'on a dit en Martinique, il y a un vrai sujet. Et je suis désolée de cette marotte, c'est l'éducation. Nous ne formons pas suffisamment. Nous ne formons pas suffisamment. Et pour tout vous dire, donc j'ai fait ma petite enquête. Donc là, c'est la photographie, on va dire, au national et en local. J'ai appelé des restaurateurs du centre-ville, certains que je trouve plus performants que d'autres, et ils m'ont dit, mais non seulement il y a la formation, il y a cette différenciation, mais en plus, aujourd'hui, tu ne peux plus dire à un jeune qu'il est serveur. C'est quoi? Non, c'est un ambassadeur, tu vois. Nous, on est un restaurant instagrammable. Nous, il faut qu'il aille, qu'il fasse lui-même ses selfies pour montrer qu'il est dans un endroit branché. Tu vois, tu montres un peu cela. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a cette reconnaissance. Le jeune ne cherche plus, il veut du sens. Il y a cette reconnaissance métier qu'il recherche. Et je m'en arrête là. Et je veux juste ponctuer. Aujourd'hui, en fait, notre problème, ce n'est plus de recruter, parce qu'on a compris. On a compris les leçons du Covid. On a augmenté nos salaires, on les met dans un bouquet. Le problème, c'est qu'on n'a plus de clients. Je dis, mais comment ça? Depuis le 2 septembre, depuis les violences urbaines, centre-ville, plein tube, j'ai perdu 80% de mon chiffre d'affaires. Voilà. Je voulais le dire parce que c'est une réalité. Mais les clients vont revenir. De toute façon, je vous invite tous au restaurant ce soir. Oui, parce que ça y est, c'est fini. Il n'y a plus d'incendie. Moi, je me souviens d'une époque... Pas à cause du couvre-feu, pardonne-moi. Oui, non, le couvre-feu, oui. Mais le couvre-feu, c'est minuit. Enfin, pour l'instant. C'est ça, à partir de minuit. Non, mais je pense qu'à une époque, aller au restaurant, c'est intéressant, les restaurants instagrammables, comme tu dis. Aller au restaurant était une fête. C'était une fête pour les familles, surtout à Martinique, on avait peu. C'est pas assez évident. Un petit jingle, parce qu'on n'a pas fait de jingle du tout. Jingle, vous êtes tellement intéressant que j'en ai perdu. J'ai passé les premières années de ma vie, ce sont les prérogatives de celui qui fait l'émission de pouvoir improviser. Les premières années de ma vie, dans une grande maison en bois, accolée à l'école des Terres Saint-Ville, sur la place de l'église. L'abbé Grégoire. Oui, la place Abbé Grégoire. À côté, il y avait les Marie-Anne, et puis il y avait les Édéric. C'était assez intéressant. Il faudrait que je trouve quelqu'un que tu vas écrire. Je vais te dicter, tu vas écrire ça. En général, c'est un nègre qu'on confie ça. Or, je n'ai pas du tout cette vocation. Il y avait donc dans ce quartier, il y avait donc des maisons, il y avait des bourgeois, et puis il y avait à proximité des très pauvres, et puis en face, c'était la campagne encore, il y avait Trienel. C'était quelque chose de charmant. Mais plus loin, au bout de l'avenue Britt-Mer à l'époque, Jean Jaurès, de l'autre côté du fleuve, il y avait Auberon. C'était quelque chose de terrible, Auberon, parce que je faisais des incursions, aller jusque-là à 6 ans, 7 ans, en goguette, en école buissonnière, et je voyais cette misère d'Auberon dont tu vas nous parler maintenant. Oui, tout à fait, oui. J'ai proposé à Gérard de parler de Mémoire d'Auberon parce qu'il se trouve que le 31 octobre et le 1er novembre, c'est la fête Diwali. Ouais. Diwali, c'est la principale fête indienne et ça concerne le monde entier et les Antilles aussi. Il y a plus d'1 milliard d'Indiens qui vont fêter Diwali. Diwali, c'est la fête de la lumière, c'est-à-dire c'est la lumière contre, c'est la victoire de la lumière sur l'ombre, la victoire de la connaissance sur l'ignorance, la victoire du bien sur le mal. C'est ce qui va être fêté. Et donc, ça nous permet aussi de nous rappeler que nous avons une identité qui est dans notre identité créole, nous avons une identité indienne. Je rappelle brièvement que les Indiens sont arrivés en mai 1853 à Saint-Pierre par le bateau l'Aurélie.
et que l'immigration indienne a été arrêtée en 1885. Dans le contrat des Indiens, il était prévu que ceux qui voulaient repartir pourraient repartir. Et ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'Indiens, à peu près 600, qui, à ce moment-là, qui ne sont pas restés sur les habitations et qui sont venus à Fort-de-France parce qu'ils attendaient le bateau pour repartir en Inde. Et ce bateau qui était annoncé, qui ne revenait pas. Ils étaient parqués, il n'y a pas d'autre mot, c'était dans une espèce de grand entrepôt qui était du côté de la Pointe-Simon. Et dans des conditions terribles. Et à un moment donné, les années passant, la ville de Fort-de-France les a transférés, enfin un certain nombre, il y en a qui sont partis en 1889, il y en a d'autres qui sont restés, et ils ont été transportés dans un quartier, après les Terre-Saint-Ville. C'est un quartier qui s'est appelé le quartier Obéro. De l'autre côté de la rivière Madame. Voilà. Et donc, c'est un monsieur Jean-Pierre Arsaille, dont le père est indien, qui est donc, c'est un universitaire, c'est un auteur, c'est un artiste peintre, et qui a écrit. Et c'est la mémoire de Fort-de-France, mais c'est la mémoire de la Martinique également. Et parce que ça nous fait revivre, en fait, grosso modo, 40 ans de ce quartier, parce que ce quartier a été démoli en 1970, après la tempête Dorothy, parce que ça a été complètement inondé. Mais pendant ces années, on voit l'évolution de cette population pauvre, qui était affectée au nettoyage de la ville de Fort-de-France. C'est-à-dire, il y avait les balayeurs, les éboueurs et les tinétiers. À l'époque, il n'y avait pas le tout à l'égout à Fort-de-France. Tu expliques tinétier. Il n'y avait pas le tout à l'égout à Fort-de-France, il n'y avait pas d'installation des toilettes, les gens faisaient leurs besoins dans ce qu'on appelait des seaux, qu'il y avait des personnes qui venaient récupérer, on mettait devant la porte, quand il y avait des personnes qui venaient les récupérer, qui allaient les jeter à la mer, Ces Indiens donc étaient affectés à ça. Et quand les premières entreprises sont venues s'installer pour justement traiter la question du nettoyage, il y a deux entreprises essentielles. C'était Figuière, qui venait de la Guadeloupe, et Montplaisir, qui venait de Sainte-Lucie. Et dans ce quartier, il y avait donc les Indiens, et puis il y a eu aussi des Sainte-Luciens qui sont venus. Et il y a eu une véritable créolisation de ce quartier, parce qu'il y a eu non seulement les traditions indiennes, avec les fêtes indiennes, avec la nourriture indienne, mais il y a également la culture créole, parce qu'il y avait le vendredi, on venait danser le damier. Et il y a le steel pan qui est venu, et Francisco venait à Obéro, il est venu faire passer ses troupes à la radio. Et donc, il y a vraiment eu une créolisation de ce quartier. Et moi, il me semble qu'en cette période, il vaut mieux se rappeler nos origines indiennes plutôt qu'aller fêter Halloween. Et je pense que si on oublie d'où nous venons, tout ce qui nous construit, nous serons des zombies. Alors à ce moment-là, on sera vraiment dans Halloween. Mais non, je crois que là vraiment, parce que c'est une richesse extraordinaire. Et on a assisté, donc je terminerai par là. Pendant longtemps, la communauté indienne a été stigmatisée, elle a été traitée comme moins que rien, mais ces dernières années, c'est l'inverse qui se produit. Au contraire, c'est comme si c'était une réhabilitation de notre culture. Et donc on s'est bien rendu compte comment les danses indiennes, les traditions indiennes sont l'art culinaire indien. Et donc, ça veut dire qu'on s'approprie enfin la totalité de ce qui fait notre culture. Et donc, si on veut connaître, moi, je vous recommande vraiment de lire Mémoires d'Obéro. Et l'image qu'on a vue sur le livre, c'est un temple indien qui se situe à Sainte-Marie. Jingle pour la musique. Christian, tu veux... Avant de parler de mon artiste, je vais poursuivre ce que tu dis. Mais parce qu'il faut savoir que Jean-Paul Artiste, il te reste 7 minutes 51. Il était Robertin également. Et il passait 6 mois au Robert et 6 mois à Obéro. C'est extraordinaire. Parce qu'il a fait un livre où il appelle Bolizine, puisque son père travaillait à l'usine que j'ai connue, et Obéro. Voilà, enfin, je suis juste rapidement. Ça valait le coup. Oui, c'est important, c'est important. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous proposer de parler de Pipo Gertrude. Voilà un chanteur extraordinaire qui a un talent inné. Je l'ai toujours connu, très sympathique, très ouvert.
Et chaque fois qu'il touche à une œuvre, il en fait une performance. Il fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, on connaît son itinéraire avec Malavoie. Alors, je voudrais aussi faire un petit clin d'œil à un homme qui nous regarde régulièrement, il s'appelle Alain Cadoré, et ça va t'intéresser, et qui me dit, Christian, avant la chorale La Joie de chanter, Paulette Nardal avait fait une chorale de négo spirituel, dans laquelle Laurent Larode chantait. Ouais, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui nous suivent, qui sont toujours... Et lui, toujours, Alain Cadoré me dit, mais la famille Gertrude était à Fort-de-France. Il vivait à Fort-de-France. Et c'est la famille, enfin, les parents étaient enseignants, ils ont été mutés aux Marins. Et c'est depuis que Pipo te dit, je suis de la ville, la seule ville qui commence par O, aux Marins. Voilà, alors on va retrouver Pipo en 2011 avec Valérie Odina dans une chanson qui s'appelle Un mai, en même rêve, pardonnez-moi. Voilà. Pas dans mes pièces, maman, pas de fatigue, pas moins. C'est l'immenté qu'à songer. Ouais, ça qui est capacé. Tout comme un gars prédifait, oui, qu'à tomber amoureux. Oh, fais-moi lever, transformer toute l'ennui qui était moi. Peut-être qu'elles sont chez moi. Moi, pas dormir, yes, maman. Ça t'est fatigant pour moi. C'est les moitiés qu'elles sont jeunes. En même rêve à deux, en même chanson pour deux. Toute la vie à deux, dans un même rêve bleu. En même rêve à deux, en même chanson pour deux. Toute la vie à deux, dans un même rêve bleu. M'en peut-être pressé, téléphoner, m'en parler, il prend un peu en vacabon. Et c'est ce qui décroché. On va poursuivre tout de suite en revoyant Pipo dans une œuvre de Grover Washington qu'il a réinterprétée en zouk, et ça l'a véritablement fait connaître de façon la plus large possible. Donc c'est Just the Two of Us, album qui a été enregistré avec le groupe Mirage. C'est ça. Just the two of us. Ensemble nous peut réussir. Just the two of us. Just the two of us. A little castle in the sky. Just the two of us. Yeah, you and I. Chercher l'amour va pas plaire. Oh, mais c'est de l'eau toute l'année. À ça pas qu'à faire flé à pousser. Chaque passion peut être surpris, mais faudrait pas attendre longtemps, parce que toujours qui est tracé devant. So just the two of us, oh, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, a little castle in the sky. Just the two of us, yeah, you and I. Il ne déçoit jamais, son chant est performant, ses notes sont justes. Et puis, pas un art extraordinaire, dommage, je n'ai pas trouvé le clip sur ça, mais il siffle. Et quand il siffle, il fait des improvisations, mais c'est unique. Voilà, on va le trouver maintenant dans l'itinéraire de Paulo Rosine, puisqu'il a travaillé beaucoup avec Malavoie, où il a remplacé Ralph, il a fait des choses extraordinaires. On va le retrouver dans le titre La Philo. On va continuer avec le chef-d'œuvre d'Henri Salvador, Syracuse, que Pipo a interprété également. Alors, ça se passait dans un salon de la musique, le Carimex, qui avait été organisé à Firme-Périne. Donc, je dis ça parce que c'est important, les salons de la musique, puisqu'on est dans l'économie de la musique. Voilà, et ça a eu un relatif succès, mais Pipo avait chanté cette chanson dans ce cadre-là. Ville de paquet, cœur au vent.
et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent. Voilà, donc merci beaucoup à Pipo. Il a été aussi vaincu, il a aussi participé à un concours qu'Henri Valide avait organisé. Il y avait une chanson qui s'appelle La Via Agricultea, que chantait par Malavoie. Et puis pour terminer, je vais vous proposer Pipo, toujours égal à lui-même, dans une expérience qu'il avait fait avec le groupe Phénoménal, où ils interprétaient des morceaux un petit peu comme Daniel Marie-Alphonsine a développé, quoi, voilà. J'ai besoin de toi, de serrer dans mes bras, et car il fait si froid. J'ai envie de toi, cela fait des mois que je suis sans toi. J'ai besoin de toi, de serrer dans mes bras, de savoir faire de moi. J'ai besoin de toi. I need you like you need me. Serré dans mes bras, Squeeze you in my arms. cela fait de moi It's be cold without you. que je suis sans toi. Listen to my heart telling you. Hey, where are you? Reviens, j'ai besoin de toi. Je t'aime. Oui, il faudra vraiment, après avoir entendu Phénoménal, il faudra qu'on recommence nos festivals de Buggy Jazz. Je vous remercie d'avoir eu la patience d'attendre Christian, d'attendre la musique et d'avoir écouté nos informations et nos analyses un petit peu tristounettes, mais enfin bon, c'est la réalité. On a essayé de vous dire ça avec le plus de légèreté, le plus de pédagogie possible, que possible. Merci Daniel, merci Emmanuel, merci Frédéric, à très 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 bientôt et pour longtemps. Et Christian Chiberet, pas mon lit. À bientôt. Et merci à toute l'équipe. C'est mon de- livre.